Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous pour votre accueil. De fait, je me sens un peu illégitime pour conclure ces échanges parce que, à mon très grand regret, je n'ai pas pu suivre l'intégralité de vos travaux. J'arrive tout juste de la session plénière à Strasbourg où je devais intervenir en milieu de journée, et donc j'ai dû décaler mon train et je suis arrivé il y a une vingtaine de minutes. Je ne peux que dire combien je partage totalement ce qui vient d'être dit ici. Au fond, la grande erreur de l'Union européenne, c'est souvent avec une espèce de myopie de considérer que le problème climatique sera résolu si nous imposons des normes toujours plus compliquées à nos industries européennes, à ceux qui produisent en Europe, à ceux qui font l'activité économique européenne. La vérité, c'est qu'il suffit de jeter un œil à quelques indicatifs très simples pour se rendre compte qu'en fait, le problème ne sera pas résolu de cette manière-là. Bien sûr, l'Europe contribue aux émissions de carbone, c'est une évidence, mais elle y contribue pour 8% des émissions totales de carbone dans le monde. Et donc, il est absolument clair que, de toute façon, la solution du problème, nous ne la possédons pas tout seuls. Ce serait une forme d'orgueil assez improbable que de croire que si on rend la vie impossible aux acteurs économiques européens, on aura prouvé par là notre vertu. Non, on aura juste prouvé notre myopie et notre incapacité à comprendre qu'en réalité, ce qui compte, c'est de conduire le monde entier vers cet effort de décarbonation. Depuis les années 90, l'Europe a baissé de 19% de mémoire ses émissions de carbone. La Chine les a triplées. Donc on se trouve dans une situation où, en réalité, et je n'accuse pas la Chine, pardon, en réalité c'était l'effet de notre stratégie dans la mondialisation. Nous avons baissé nos émissions de carbone, mais nous avons augmenté considérablement notre empreinte carbone. Ce qui veut dire que nous avons simplement exporté la production, et en exportant la production, en exportant la tâche de produire vers d'autres régions du monde, eh bien nous avons aussi délocalisé la pollution. Donc on se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Et si on n'y prend pas garde, dans le paquet Fit for 55 notamment, que ce soit d'ailleurs sur le plan de l'aéronautique comme sur tous les autres secteurs industriels, sur la stratégie énergétique, mais aussi par exemple en matière agricole, si on applique à la lettre ce qui est décidé aujourd'hui, eh bien en réalité on ne fera qu'augmenter la concurrence déloyale organisée par nos propres institutions au détriment des filières européennes. Et on n'aura pas résolu à la fin le problème écologique, on aura seulement détruit notre économie. Et on aura donné un avantage compétitif exactement au modèle de production qu'on cherchait à dissuader. Je ne veux pas dire que ces projets soient mal intentionnés. Je ne veux pas non plus dire que nous ne puissions pas faire plus d'efforts. Nous avons plus d'efforts à faire, bien sûr. Et on voit d'ailleurs à l'instant, dans les présentations qui nous ont été faites par le secteur aéronautique, que nous avons la chance de pouvoir compter dans l'espace européen sur des acteurs économiques qui sont incroyablement engagés dans cet effort considérable que représente la transition environnementale. Il faut compter sur cet engagement. Il faut y compter avec une véritable exigence. Et on ne peut pas se reposer sur la pollution des autres pour ne pas s'inquiéter de celle que nous émettons nous-mêmes. Mais enfin, encore une fois, le plus important, c'est d'abord de réussir à entraîner les grandes puissances mondiales dans cet effort de décarbonation. Et de sortir d'une espèce de naïveté dans la mondialisation qui fait que nous n'avons fait, je reprends les mots des interlocuteurs précédents, qu'organiser le contournement de l'Europe par les activités de production et par l'activité économique. C'est, je crois vraiment, ce qui nous était présenté à l'instant sur le secteur de l'aéronautique peut valoir d'une manière très générale sur les différentes filières qui sont engagées aujourd'hui dans ce travail de décarbonation. Et je pense que d'ailleurs c'est un chemin dans lequel l'Union européenne et les institutions européennes jouent leur crédibilité. Parce que nous avons soit une opportunité magnifique, soit un danger mortel. L'opportunité magnifique, c'est celle qui consiste à redonner un sens au projet européen à partir de l'acquis incroyable que nous avons su construire ensemble, que nos aînés ont su construire, et qui est le marché unique. Ce marché unique de 500 millions de consommateurs. On a souvent accusé l'Europe, et peut-être à raison, de n'avoir été qu'un marché, de n'avoir construit qu'un marché. Mais enfin, il fallait le construire quand même. C'est pas rien d'avoir su construire le plus grand marché mondial, avec la plus grande profondeur de marché, avec cette monnaie unique, avec 500 millions de consommateurs qui sont aujourd'hui incontournables par quelque grande puissance que ce soit du point de vue économique. Aucune puissance, ni la Chine, ni les États-Unis, ne peuvent se passer de l'Union européenne comme marché. Et si l'Union européenne a trop longtemps été un marché, et seulement un marché, si elle a trop longtemps pris les Européens pour des consommateurs et seulement pour des consommateurs, eh bien aujourd'hui, elle peut, je crois, redonner un sens politique à ce marché en faisant précisément le levier dont nous avons besoin pour pousser les autres acteurs mondiaux à la décarbonation. C'est le CBAM, par exemple. L'idée du CBAM, c'est exactement ça. Alors on peut
la prendre, cette idée, avec des perspectives différentes. On peut s'en inquiéter parce qu'il est tout à fait légitime de se préoccuper des effets de bord problématiques qu'une telle mise en œuvre aura. Mais malgré tout, le CBAM, c'est un geste absolument inédit et qui me paraît exactement l'Europe dont nous avons besoin. Il faut l'améliorer, ce texte, il faut le travailler, il faut le questionner, et il faudra bien sûr qu'on le fasse avec vous, parce que c'est avec vous qu'on va mieux comprendre la manière dont nous éviterons justement ces conséquences indésirables. Mais malgré tout, pour la première fois, on fait du marché unique un levier pour pousser la production mondiale vers la décarbonation. Et c'est, je crois, exactement ce dont on a besoin. Aujourd'hui, si vous voulez, le grand problème, c'est qu'on a imposé aux producteurs européens des règles toujours plus complexes, sans les imposer à ceux qui importaient en Europe. Et donc on se retrouve, et je vais vous dire, depuis le producteur de fruits et légumes dans un département français jusqu'à l'industriel le plus important dans l'espace européen, avec le même problème. C'est que vous devez suivre des règles extraordinairement contraignantes et qu'ensuite on fait venir sur votre marché, avec une politique commerciale la plus ouverte possible, des produits qui sont importés et qui ont été développés sans respecter aucune de ces règles, et qui par conséquent bénéficient de cet avantage concurrentiel qui, encore une fois, ne vient pas de la réalité des talents économiques des uns et des autres, mais qui vient des politiques publiques créées par vos propres institutions. Donc ça a un caractère désespérant. Si nous ne réagissons pas, encore une fois, c'est un danger mortel. Si nous ne réagissons pas, c'est ce qui peut conduire l'Union européenne au discrédit définitif. Aujourd'hui, plus personne ne parle de Brexit, mais je crois que si nous ne sommes pas capables de remettre en jeu ce rapport à la mondialisation, nous aurons demain, de toute évidence, d'autres Brexit, d'autres inquiétudes légitimes qui feront naître le désir de sortir d'une situation où nous avons le sentiment d'être piégés par cette concurrence déloyale jusqu'à une forme d'asphyxie économique. Moi, je vous dis ça, vous voyez, encore une fois, je suis en commission ITRE, en commission de l'industrie, de l'énergie, je suis aussi en commission pêche. Je rencontre aussi bien les représentants des grandes entreprises qu'on vient d'entendre à l'instant que les pêcheurs artisans français dans leur port sur les littoraux. Et j'entends la même chose en réalité. J'entends la même chose la semaine dernière au Salon de l'Agriculture de la part de ceux qui, aujourd'hui, éleveurs, producteurs, cultivateurs, font exactement le même type de problème que les industriels. C'est-à-dire, je veux bien respecter des règles compliquées, mais après, ne faites pas venir sur le même marché que moi, sans aucune espèce de barrière, sans aucune espèce de frein, des produits qui, par définition, ont coûté moins cher à développer, puisqu'ils sont faits sans le poids de ces contraintes réglementaires que j'ai accepté d'assumer. Donc on est là devant, encore une fois, ce choix politique qui sera un défi existentiel pour l'Europe. Et je crois que le sujet majeur, c'est de savoir si l'Europe est prête à sortir de la naïveté pour rééquilibrer la mondialisation et pour faire que ce marché qu'elle a su construire devienne la contrainte indispensable pour faire avancer les autres producteurs du monde. Parce que nous savons que les COP n'y suffiront pas. Nous savons que les grandes déclarations d'intention, que les beaux engagements signés sur papier glacé devant des appareils photo et des caméras, nous savons qu'ils ne suffiront pas. Le coût de la transition est tel que si nous n'arrivons pas à créer un coût pour le refus de la transition, nous ne sortirons pas de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je crois que j'avais un temps de parole assez court et par ailleurs la journée a déjà bien duré. Vous avez dit des choses qui font écho. On s'est rencontrés la semaine dernière au Salon de l'Agriculture. Exactement. Et on évoquait les clauses miroirs. Clauses miroirs dans le domaine agricole, c'est imposer aux productions importées les mêmes contraintes en matière sanitaire que les productions locales. Voilà une idée, mais pour ça, il faut qu'il y ait une politique européenne cohérente, une politique d'ensemble. Et est-ce qu'il faut une politique de l'énergie européenne ? Alors, les clauses miroirs, juste un mot sur les clauses miroirs. Je sais qu'on se berce beaucoup de cette passion pour les clauses miroirs en ce moment dans le débat politique français. La vérité, moi je le dis très simplement, je pense que les clauses miroirs sont dans une très grande partie une forme d'illusion. On n'imposera pas aux autres pays du monde exactement nos standards. Et d'ailleurs, ce serait contraire à toutes les règles de l'OMC, et ce serait de toute évidence très difficile d'imposer une exigence de cette nature quand on part du point de départ qu'on connaît aujourd'hui. Le point de départ qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette situation de concurrence complètement faussée, c'est vrai, qu'il faut rééquilibrer. Je ne crois pas que ça ira pour autant jusqu'à une espèce de réciprocité absolue. Et d'ailleurs, c'est assez logique, je veux dire par là que nous, Européens, nous choisissons d'imposer à nos entreprises des règles très contraignantes, par exemple sur le plan, prenons même tout simplement, indépendamment des questions environnementales, sur le plan social. On ne va pas demain imposer à un pays comme la Chine d'appliquer notre droit du travail.
En revanche, ce que je crois, et là pour le coup on est au cœur du débat européen d'aujourd'hui, ce que je crois c'est qu'on ne devrait jamais signer l'accord d'investissement avec la Chine on ne devrait jamais ratifier l'accord d'investissement avec la Chine qui a été signé récemment sans que la Chine n'ait voulu et décidé et mis en œuvre la ratification des accords de l'Organisation internationale du travail contre le travail forcé. Parce que là, pour le coup, ce serait à la fois moralement scandaleux, économiquement désastreux. Vous voyez, on part de très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil a signé un accord d'investissement avec la Chine, en échange duquel la Chine accepte de réfléchir à l'éventualité de ratifier les conventions de l'OIT. Mais c'est d'une naïveté scandaleuse, parce qu'il est évident que ce type d'engagement ne vaut rien tant qu'on n'a pas exigé la signature et le contrôle de l'application de ces conventions. Et si demain on met en concurrence nos entreprises avec des acteurs chinois qui pratiquent le travail forcé, qui recourent au travail forcé, alors évidemment on détruit nos entreprises parce qu'aucune entreprise sérieuse ne peut rivaliser avec des produits qui ont été développés avec un coût du travail nul. Et par ailleurs, on commet évidemment, je crois, une faute morale dramatique en renonçant à ce principe fondamental que l'Europe devrait défendre, que l'esclavage n'est jamais ce qui peut permettre de servir une prospérité économique. Alors faut-il une politique européenne de l'énergie ? Juste je ne vais pas répondre à cette question d'une manière exhaustive, ce serait beaucoup trop prétentieux. Mais juste dire un mot, j'imagine que vous en avez parlé tout au long de votre journée, de la gravité de ce qui est devant nous aujourd'hui. Ouais. On est en train de voir un tsunami arriver. Et je pense que très peu de responsables politiques, d'ailleurs, ont vraiment pris la mesure de ce qui était en train de se produire. L'explosion des coûts de l'énergie, qui est une explosion de toute évidence appelée à durer, l'explosion des coûts de l'énergie, potentiellement créer un problème social évident et majeur pour des millions de foyers européens, va plonger dans la précarité énergétique, si nous n'y prenons pas garde, des millions de nos concitoyens, pose aussi un problème évidemment économique, industriel, vital. Moi, je vois dès aujourd'hui des entreprises qui nous appellent à l'aide, des transporteurs qui disent qu'ils vont mettre la clé sous la porte, des agriculteurs qui vont faire faillite. Ouais. Ils sont nombreux à avoir des marges extrêmement faibles. Je parlais des pêcheurs à l'instant, mais pour beaucoup d'entre eux, la situation est d'ores et déjà intenable. Et puis, il y a un problème financier, parce qu'en réalité, sans être un spécialiste du marché de l'énergie, il est très certain aujourd'hui, dès aujourd'hui, que les appels de marge sont devenus tellement importants qu'en réalité, on va vers un problème de financement très rapide si on ne trouve pas des moyens de soutenir les chambres de compensation, de leur apporter les garanties nécessaires et de permettre tout simplement au marché de l'énergie de continuer à fonctionner malgré l'explosion des besoins en financement qu'il est en train de requérir à très court terme. Donc il faut qu'on réagisse très vite, et je pense que la boîte à outils qui a été présentée par la Commission européenne avant-hier est très nettement insuffisante, à mon sens. Elle met beaucoup l'accent sur la question du stockage. On a découvert que la stratégie énergétique française était vertueuse en matière de stockage d'énergie, en matière de stockage de gaz. Donc la Commission européenne veut maintenant demander à tous les États européens d'augmenter leur capacité de stockage. Mais quand on est dans un problème de pénurie à très court terme, demander aux États d'augmenter leur capacité de stockage, c'est, me semble-t-il, ne faire que tendre le marché. Parce que comment est-ce que vous voulez stocker quand ce que vous avez à stocker, vous ne pouvez ni le produire ni l'importer. Ouais. Donc on risque en fait d'augmenter encore l'envolée des prix, et ça ne facilitera pas la réponse à la crise immédiate que nous sommes en train de vivre. Le sujet, c'est plus que jamais, et on avait déjà partagé cette question quand j'avais eu le grand honneur de venir partager quelques réflexions avec vous il y a de cela quelques mois. Au fond, notre dialogue trouve, de cette période-là, trouve aujourd'hui une actualité très grande, puisqu'on avait bien insisté sur le fait que le maître mot de la politique européenne en matière d'énergie devrait être produire, 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 et produire par tous les moyens possibles. On voit bien à quel point notre dépendance d'aujourd'hui nous coûte sur le plan géopolitique, à combien ça nous coûte de souveraineté, combien ça nous coûte de liberté pour défendre nos principes face à l'agression que subit l'Ukraine, mais combien aussi ça nous coûte d'un pur point de vue économique, industriel, et du point de vue de tout simplement de notre résilience comme société. Donc il faut retrouver cette volonté de produire, cette ambition de produire, et accepter enfin de nous donner tous les moyens de produire. Alors j'entends que le sujet n'est pas seulement le nucléaire, vous avez tout à fait raison de le dire, Monsieur le Président, évidemment, il ne faut pas dépendre d'une seule source d'énergie, mais malgré tout, je trouve très frustrant que la Commission ait encore
un tel tabou au cœur même de la crise. L'AIE a fait des propositions de bon sens avec les 10 points qu'elle a soumis aux autorités européennes pour leur permettre de faire face à cette crise. Et la Commission ne reprend pas tous les points de l'AIE, bizarrement. Et la Commission en particulier ne reprend pas un instant ce point pourtant crucial, qui est celui qui consiste à demander à l'Allemagne et à la Belgique de maintenir en activité leurs centrales qu'elles ont prévu d'arrêter. 4 centrales, oui, 4 centrales au total entre l'Allemagne et la Belgique. Oui, c'est 3 en Allemagne, 1 en Belgique. Ça. Ce serait, dit l'AIE, si ces 4 centrales sont maintenues en activité au lieu d'être fermées de manière prématurée comme ces 2 pays le prévoient, ce serait 1 milliard de mètres cubes de gaz importés économisés chaque mois. Chaque mois. Et la Commission est incapable de demander cela. Je trouve ça, je me permets de le dire, je l'ai dit d'ailleurs avant-hier à la Commission elle-même dans l'hémicycle à Strasbourg, mais je trouve ça fascinant et je trouve que ça dénote au fond le fait que la prise de conscience est encore au milieu du gué. Il faut une prise de conscience. Encore une fois, je ne dis pas que seul le nucléaire soit notre avenir, je ne dis même pas qu'il soit notre avenir à très long terme. La recherche fait des progrès extraordinaires et peut-être trouverons-nous demain d'autres modes de production de l'énergie qui soient libérés des risques et des effets indésirables que cette énergie représente. Malgré tout, aujourd'hui, il faut faire avec tout ce que nous avons dans nos mains pour pouvoir nous remettre à produire l'énergie indispensable au fait de surmonter cette crise. Et je ne parle même pas ici du nouveau nucléaire, etc. Je parle juste de maintenir le nucléaire existant. Il faut qu'on puisse au moins faire ce choix. La clé absolue de l'avenir, encore une fois, de notre continent, c'est notre capacité à produire de l'énergie, à produire une énergie décarbonée, celle qui aujourd'hui fait que la France a le point de PIB le plus décarboné du monde, à produire une énergie qui soit suffisamment abondante pour nous permettre de faire face à l'augmentation des besoins, en particulier en électricité, mais vous savez tous cela mieux que moi, raison pour laquelle je pense que le défi de l'équilibre des énergies face au déséquilibre actuel n'a jamais été plus actuel, et je serai très heureux de m'informer de tous les travaux que vous avez menés tout au long de cette journée. Merci encore en tous les cas de votre invitation.